sommes à présent en plateau avec Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour. Mais également en duplex avec Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas Kosterg. Bonjour. Et on va commencer avec vous Thomas. On va commenter l'actualité récente et notamment le discours de Joe Biden hier soir avec son fameux plan d'infrastructure, un plan à 2250 milliards de dollars. Premier volet peut-être d'un plan global à 4000 milliards de dollars. Quelle est votre réaction face à ces annonces ce matin, Thomas Kosterg? Alors c'est un plan qui est moins impressionnant que le plan précédent. Je rappelle que les plans de relance s'enchaînent. On a eu 900 milliards au mois de décembre, on a eu 1900 milliards au mois de mars. Les derniers plans étaient vraiment concentrés sur l'année 2022 avec un effet de dépenses quasi immédiat. Alors que là on parle d'un plan d'infrastructure qui sera étalé donc sur 8 ans. Donc la dépense sera beaucoup plus étalée, mais également avec un effet hausse d'impôts, ce qui est nouveau, puisque les plans précédents étaient financés entièrement par le déficit et la dette. Là, on a un peu plus de soucis de balancer le budget, en tout cas partiellement, et donc il y a des hausses d'impôts avec un taux d'impôt des entreprises qui passerait donc de 21% à 28%. Donc ça, c'est aussi un côté un peu plus négatif, puisque ça pourrait éventuellement mener à une confiance des entreprises qui pourrait être un peu perturbée par ces changements d'impôts. Donc voilà, mais même si net, c'est un plan qui est évidemment important, qui est en net positif pour la croissance, mais la contribution à la croissance, notamment à moyen terme, sera plus basse que les plans précédents qui, eux, vont vraiment doper l'année 2021. On parle d'un rythme de croissance, à notre avis, d'autour de 6,5% de croissance. Donc une croissance dopée en 2021, mais à vous entendre, du coup, c'est plus dû au plan de relance plutôt qu'à ce plan d'investissement dans les infrastructures. Tout à fait. Et un bémol que j'aurais, d'une part, c'est qu'il manque des détails sur le plan d'infrastructure à proprement parler. On parle finalement, concernant les routes et les ponts, on est autour de 100 milliards de dollars, puisque en fait, le plan d'infrastructure à 2300 milliards de dollars est un plan qui inclut aussi beaucoup de choses non liées à l'infrastructure. Il y a du logement social, il y a un pan pour la care economy, c'est tous ceux qui s'occupent par exemple des malades, par exemple, donc, qui n'ont rien à voir avec l'infrastructure. Deuxième point important, l'infrastructure aux États-Unis, c'est aussi une question de contexte institutionnel et politique. C'est comment faire que les projets avancent, et notamment couper à travers les couches de bureaucratie. Et dans ce plan, il y a assez peu sur ce sujet-là. Il n'y a pas de réforme institutionnelle pour faire de l'infrastructure. Et ça, c'est un peu dommage. Par exemple, il n'y a pas de banque d'infrastructure comme l'a fait par exemple le Royaume-Uni récemment. Et ça, c'est des mécanismes intéressants pour faire que l'infrastructure arrive et que les projets se fassent. Ce n'est pas vraiment une question d'argent au final, l'infrastructure aux États-Unis. En tout cas, j'ai bien peur. Donc voilà, il y a quand même un risque que concrètement, les projets mettent du temps à décoller. Et aussi en termes de la méthode d'implémentation, aux États-Unis, on va se baser beaucoup sur les rabais d'impôts, sur les crédits d'impôts. Ce n'est pas forcément la meilleure façon que les projets, en tout cas, sortent de terre dès 2022. Alors on va parler du financement du plan dans un instant. Juste avant, vous parlez des difficultés peut-être à faire sortir ce plan. Et c'est vrai qu'il faut rappeler que là, c'est un plan qui est annoncé par le président des États-Unis, donc du coup par le gouvernement américain, mais qu'ensuite, dans les faits, ça va peut-être plus dépendre des États également. Donc c'est là que vous identifiez des contraintes peut-être ? Tout à fait, exactement. Donc il y a plusieurs couches de bureaucratie aux États-Unis et la question c'est comment faire en sorte de couper à travers ces couches de bureaucratie et de faire que les projets évidemment sortent de terre. Un projet emblématique, c'est évidemment le fameux tunnel entre le New Jersey et la ville de New York, sous l'Hudson, qui met du temps à arriver. Et ça, c'est des problèmes de politique, plus que des questions d'argent. Donc c'est vraiment comment faire en sorte de mettre tous les acteurs autour de la table et focaliser l'attention sur le besoin de faire de l'infrastructure et de rénover les infrastructures existantes. Alors un mot maintenant sur le financement du plan, on l'a un petit peu abordé. Du coup, Joe Biden propose de réaugmenter la fiscalité sur les sociétés, de passer de 21% à 28%, fiscalité qui avait été réduite par Donald Trump, donc qui était passée de 35% à 21%. Il y a également cette envie de trouver des solutions pour taxer les bénéfices des entreprises américaines réalisées à l'étranger. Quel va être, selon vous, l'impact sur les marchés à court et moyen terme ? Alors, premier point, c'est qu'en net, on a des dépenses d'un côté, on a des hausses d'impôts de l'autre, mais en net, le paquet devrait être positif pour la croissance américaine. Et en plus, au niveau microéconomique,
Certains secteurs vont plus bénéficier que d'autres, évidemment les infrastructures, mais aussi tout ce qui est politique verte, tournée vers le climat et les nouvelles énergies. C'est ça qui est Donc un voilà, grand niveau point microéconomique, effectivement du plan de Joe Biden, qui est cette notion de Exactement. transition énergétique. Oui. Voilà, alors on pourra y revenir parce que certes aussi sur ce plan-là, on peut dire que les mesures sont assez mitigées et il faudra davantage pour arriver à net zéro carbone en 2050 comme est le plan affiché par Joe Biden. Finalement, on aurait pu aimer un peu plus d'ambition du côté des énergies puisque pour l'instant, on incite les Américains à acheter des véhicules électriques, mais on n'a pas de fin, en tout cas pas de fin actée pour les véhicules thermiques. Il y a encore un flou concernant le secteur du pétrole aux États-Unis. Je rappelle que les États-Unis produisent 11 millions de barils par jour de pétrole. Donc il y a le flou concernant ce secteur pétrolier. Bref, sur le plan purement énergétique, on aurait pu être plus ambitieux, mais on croit comprendre que Joe Biden devrait annoncer un nouveau plan concernant ce sujet de la transition énergétique au mois d'avril. Donc potentiellement plus va être annoncé plus tard dans l'année. Donc on vous sent assez critique quand même, Thomas Kosterg, sur ce plan, avec cette idée qu'il y a l'effet d'annonce, mais que dans les faits, ça va être un petit peu plus compliqué ou qu'on reste un petit peu sur notre faim. Si on revient sur le financement en tant que tel, du coup, cette hausse d'impôts et cette volonté d'aller chercher des recettes fiscales sur des bénéfices que les États-Unis pouvaient difficilement taxer aujourd'hui, quel impact selon vous? Du coup, vous nous dites que plutôt positif quand même pour la croissance américaine? Oui, au final, plutôt positif pour la croissance américaine. Ce qu'on a vu ces dernières années, les baisses d'impôts de Trump n'ont pas dopé matériellement l'investissement physique. Donc, il est à penser que si on rehausse modérément les impôts, l'investissement physique ne va pas non plus souffrir trop. Surtout qu'au final, on est dans une économie où la demande est très forte. Elle a été dopée donc pour le coup, pour ce plan qui a été voté au mois de mars, qui va doper la demande et potentiellement avec un effet sur 2022 également, les entreprises vont réagir par rapport à ça et vont certainement produire davantage. Donc on est dans quand même un cercle vertueux de croissance. Voilà, donc ce plan et les hausses d'impôts ne devraient pas forcément perturber cette bonne perspective américaine au final. Donc j'ai envie de garder quand même un biais positif pour les perspectives américaines. Alors je vous propose de nous intéresser rapidement également aux taux, et notamment au rendement à 10 ans américains, qui se sont tendus hier juste après l'annonce de Joe Biden, puis qui se sont détendus par la suite. Est-ce qu'il faut continuer à s'en inquiéter de cette hausse de taux ou est-ce qu'on est sur un retour vers une normalité, Thomas Kosterg ? Alors, je pense qu'il faut toujours mettre la hausse des taux au regard de la croissance économique, et notamment cette année, mais aussi les années suivantes. On est plutôt sur un bon trend de croissance économique, et donc c'est une économie qui peut absorber des taux d'intérêt plus élevés. Évidemment, il y a une limite, et cette limite est le fait qu'on sort d'une crise de la pandémie beaucoup plus endetté. Donc, au final, il y a quand même une certaine limite dans la hausse des taux d'intérêt, mais cette limite est beaucoup plus haute étant donné la reprise économique. Donc au final, notre scénario, nous, c'est de se dire que d'ici la fin de l'année, les taux longs ont encore de la marge pour monter. Notre cible de fin d'année, c'est 2,1%. Donc on pense qu'on peut aller au-dessus de 2% sur les taux d'intérêt. Surtout que la Fed, la Réserve fédérale, n'a pas l'air de s'inquiéter pour le moment de cette hausse des taux. Même si, encore une fois, j'insisterai, la hausse des taux n'est pas sans limite. L'économie américaine va commencer à souffrir si les taux montent trop brusquement. Et je pense qu'aussi la Fed, si on monte trop, la Fed ralentira le mouvement, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, si je comprends bien, donc vous avez une vision à long terme sur cette hausse de taux, donc aux alentours de 2,1%, mais il ne faudrait pas que ça arrive dès le mois d'avril, par exemple, où là, ça deviendrait problématique. Tout à fait, exactement. Il faudrait, comme toutes les bonnes choses, il faut que ce soit en modération. Et pour finir, Thomas Kosterg, je vous propose de parler rapidement de l'emploi aux États-Unis, puisqu'on est sur une semaine de l'emploi. Le département du travail américain publiera ses statistiques demain pour le mois de mars. On a déjà eu l'enquête ADP qui fait ressortir 517 000 créations d'emplois dans le secteur privé. Alors c'est moins qu'attendu, mais c'est quand même un plus haut depuis septembre. Quelle est votre analyse de la situation? C'est une bonne nouvelle selon vous? Oui, à court terme, alors ADP est un chiffre parmi d'autres, mais globalement, tous les voyants sont au vert à court terme aux États-Unis. Là, ce qu'on devrait voir demain dans le rapport de l'emploi, c'est une forte hausse de l'emploi dans les services, puisque l'économie de facto réouvre. Même si Joe Biden
au niveau officiel, la réouverture n'est pas avant Independence Day au mois de juillet. De facto, sur le terrain, l'économie américaine est en train de rouvrir, tirée par les services qui ont souffert le plus pendant la pandémie. Et c'est donc les restaurants, le loisir, le voyage, tout ça, en tout cas le voyage domestique aux États-Unis est en train de bondir. Et donc ça va donner un très bon chiffre de l'emploi. Il est fort à penser demain pour le mois de mars. Et en plus, des chiffres qui resteront bons pour tout le printemps. Nous, on s'attend à une croissance économique aux États-Unis de 15% au deuxième trimestre. Voilà, donc on pourra suivre ça et notamment voir dès cet après-midi avec l'ISM manufacturier qui sera publié aux États-Unis. Merci beaucoup Thomas Kosterg pour cette analyse. Thomas Kosterg, je rappelle que vous êtes économiste senior US chez Pictet Wealth Management.